Je suis Stéphane Ben Simon, le directeur du Théâtre de l'Hydre, une compagnie de théâtre basée à Limoges en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc je vais vous présenter le projet Macabre Carnaval. C'est l'histoire d'un peuple qui tombe peu à peu sous le joug d'une dictature et qui, après une longue nuit de 13 ans, va recouvrer la liberté. C'est aussi en parallèle l'histoire d'une jeunesse qui, elle, rêve d'un monde plus juste. Je vais commencer par vous parler peut-être de la genèse de Macabre Carnaval. Donc, quelques mois avant la création de Trans, j'étais en Colombie et voilà, je cherchais un peu quelle était la prochaine aventure sur laquelle nous allions partir. Et avec une amie, on avait envie de travailler sur l'histoire de l'Amérique latine. Et par hasard, un soir, je regarde un documentaire de Yann Arthus Bertrand, Human, et au sein duquel je découvre un homme, un président de la République uruguayen, Pepe Mujica, qui m'a particulièrement touché lors de cette interview, puisque c'était un président de la République qui disait que personne ne vaut plus que personne, qui parlait d'amour, d'amitié, de temps de contemplation, de sobriété et qui m'a donné envie de m'intéresser à lui. Donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que ce président de la République, qui avait d'abord été un militant politique de gauche dans les années 50, 60, qui avait finalement rejoint le mouvement de libération nationale Tupamaros, était incarcéré, s'était évadé de prison, avait été blessé, repris, passé 13 ans dans les geôles de l'armée et de la dictature uruguayenne, avant de retrouver la liberté et pour finir président de la République, démocratiquement élu en 2010. Voilà, c'est un homme qui m'a touché également parce qu'il était capable d'ouvrir le palais présidentiel l'hiver pour les plus démunis, redistribuer les 9/10 de son salaire. Voilà. Donc, je me suis dit qu'un président de la République qui ait donné cet exemple-là était intéressant de raconter au monde. Et voilà. Et du coup, je décide de partir en Uruguay pour l'interviewer. Quelques semaines après avoir pris cette discussion, le hasard ou la chance ou le destin, je ne sais pas, lors d'une fête avec des amis circassiens, je rencontre un couple uruguayen, Mariano Alvarez et Sandra Bonomi. Et en discutant du projet avec eux, à un moment donné, Sandra me dit: mais tu sais, Steph, en fait, mon papa, c'est Eduardo Bonomi, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur de l'Uruguay et c'est un ami très très proche de Pepe Mujica. Donc voilà, ça m'a fait gagner du temps pour rencontrer Pepe Mujica et ça m'a évité de passer un mois devant sa ferme à attendre qu'il daigne me donner un interview. Voilà. Donc, je pars pour l'Uruguay et là commence une période de 3 voyages qui vont faire une totalité de 7 mois où je vais faire des recherches. Donc, collecter des documents d'archives, des documents de presse, des films, documentaires ou fiction, mais qui traitent de l'Uruguay et réaliser près d'une quinzaine d'interviews dont voilà, des personnalités reconnues, on va dire, et des personnalités plus populaires dans les quartiers comme la Terra, quartier ouvrier. Devant la générosité et la beauté et l'honnêteté des personnes qui m'avaient accordé ce temps de discours, de parole, je ne trouvais plus juste de faire un spectacle seulement sur Pepe Mujica et je me suis intéressé du coup à l'ensemble de ces personnalités-là et à l'histoire plus globale de l'Uruguay des années 50 jusqu'à la sortie de la dictature en mars 85. Pardon. Une autre question se posait pour moi, très importante, c'était la question de la légitimité. Comment est-ce que moi je pouvais m'emparer d'une histoire qui n'était pas la mienne? Comment est-ce qu'une compagnie française pouvait traiter cette histoire-là? Et puis étant en Uruguay, et puis comme je vous l'ai dit au début, ayant déjà travaillé sur un projet avec une réunion, une rencontre artistique avec des artistes originaires de 2 pays distincts, le fait d'intégrer à l'équipe qu'une partie de l'équipe soit des artistes uruguayens m'a semblé évidente. Et voilà, du coup, c'est une équipe assez importante puisqu'elle réunit une vingtaine d'artistes français, uruguayens, chiliens, péruviens. Une chose importante qui n'est pas forcément évidente dans le spectacle, mais qui est sous-jacente, avec l'ensemble de l'équipe, on se pose la question de quelle place les grandes utopies du XXe siècle pourraient avoir aujourd'hui. Et surtout, comment un jeune homme ou une jeune femme à 16 ans, 17 ans, 18 ans, aujourd'hui, peut avoir envie de bâtir le monde tel qu'il ou elle rêve qu'il soit, comment il peut trouver sa place de citoyen, s'engager et avoir foi en l'humain, en ce qui faisait l'essence même de ces grandes utopies à mes yeux, c'est-à-dire changer le monde pour le rendre meilleur.
Bien que ça s'inspire de faits réels, c'est une fiction, hein. On ne prétend en aucun cas représenter la vie de Lucia Topolansky, Pepe Mujica ou l'histoire dans son intégralité de l'Uruguay. Voilà. Donc pour aller, assez vite, la dramaturgie de la pièce s'intéresse à aux histoires croisées d'un groupe de jeunes gens, hein, qui ne vont pas forcément être militants au départ de l'histoire et qui vont petit à petit rentrer dans cette histoire, et rencontrer l'amour, l'amitié, l'exil, la mort, la résistance, l'incarcération. Voilà, maintenant que j'ai fait le contenu, je vais vous parler un peu du comment. En réfléchissant à Montevideo, notamment sur quel lien pouvait-il y avoir entre une compagnie française et une compagnie uruguayenne, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver en commun. Alors il y a énormément de choses, mais il y en a une qui m'a marqué, c'est le carnaval. Et voilà, du coup, l'esthétique de l'œuvre est dans le carnaval pour plusieurs raisons. La première, c'est un espace de liberté, un espace public où l'humble a le droit de singer le roi. C'est une saine et belle critique et pacifique critique du pouvoir ou des mœurs. C'est la théâtralité assumée avec les costumes, les maquillages, un jeu, un mode de jeu. Et puis le carnaval, c'est aussi un défilé, une marche. Une marche qui m'a fait moi penser aux marches qui sont pour moi l'expression des grands mouvements populaires, que ce soit par exemple en France en 1789, la marche de Marseille à Paris, ou là, en l'occurrence, la marche des Cañeros que j'évoquais tout à l'heure, qui est en fait la marche de Cañeros. Ce sont les coupeurs de canne, les travailleurs ruraux dans les grandes exploitations de canne à sucre qui se sont unis à l'extrême frontière nord, à Becha Unión, à côté de la frontière brésilienne, et qui ont parcouru 600 km à pied pour arriver à Montevideo, voilà, essayer de faire valoir leurs droits. On intègre également au spectacle des formes du carnaval de Montevideo. Le candombe, qui est le tambour traditionnel uruguayen qu'on retrouve. Il y a 2 défilés, tellement il y en a, lors du carnaval de Montevideo, et qu'on retrouve aussi tout au long de l'année dans les rues, dans les quartiers qui défilent. Donc c'est 40 tambours avec 40 danseurs, danseuses, avec une énergie folle qui traverse. Donc on intègre ce tambour uruguayen dans le spectacle, et la murga qui est une forme chantée. Il y a un grand concours au moment du carnaval à Montevideo. C'est une forme donc de 20 ou 30 chanteurs qui font la critique politique et sociale de l'année en cours, mais de manière extrêmement joyeuse, extrêmement ludique. Voilà, c'est très drôle. Voilà, donc c'est un spectacle qui sera créé en août 2021 au Festival Chant Libre avec le partenariat de la Mégisserie, scène conventionnée de la Mégisserie, et voilà, qui ensuite partira sur d'autres dates, aux Francophonies ou à La Rochelle. Le spectacle ne s'arrête pas là, puisqu'il sera ensuite traduit en espagnol et monté, répété en espagnol pour pouvoir ensuite partir en Uruguay au minimum, sur les pays voisins, ce serait vraiment bien, et en Espagne. Voilà.